Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Judith qui nous parle de sa passion pour le vin, mais aussi sa découverte du yoga qui l'a emmenée très loin voyager, mais qui l'a ramenée en France pour faire de très belles choses. Bonne écoute. Hello Judith, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. Et raconte-nous alors qu'est-ce qu'il en est pour toi, comment tu as rencontré le yoga pour la première fois et puis qu'est-ce qui en a découlé. Alors, comme d'autres personnes qui sont intervenues dans ton podcast, ma première rencontre avec le yoga, c'était pas vraiment un coup de foudre. C'était en 2004, j'ai passé 3 mois à San Diego et j'habitais dans le quartier des surfeurs. Et ma voisine, un jour, m'a dit viens, je t'emmène en plus one dans mon studio de yoga. Donc, moi, j'avais jamais fait ça. J'avais pas du tout de pratique physique à ce moment-là. J'avais arrêté la danse des années auparavant. Enfin, voilà. Et c'était un cours bien avancé. Donc, un vinyasa très physique, spécial pour les surfeurs. Et j'ai surtout ce souvenir, bon, avec des années après, j'ai compris ce qui se passait, mais elle faisait une séquence, la prof faisait une séquence où les gens passaient de Chaturanga à Guerrier 2. Chaturanga, Guerrier 2. Dans l'idée que ça allait Oula. les aider dans le surf. Évidemment, quand on n'a jamais fait de yoga de sa vie, ça donne lieu à une situation intéressante. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment assez mal dans ma peau, ce que je compensais avec des hauts talons, beaucoup de maquillage et une garde-robe extravagante. Et à la fin de la pratique, la prof est venue me voir et elle m'a pris les mains, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Je suis heureuse que tu sois là, tu as vraiment besoin de ça ». Ce qui m'a complètement... Enfin, ça n'a pas eu l'effet escompté, je pense. Résultat, j'ai pas pris de cours de yoga pendant Oui, 4 ans après. Et c'est en 2008 que j'ai redécouvert la pratique d'accord. quand j'avais été sur la côte Est, cette fois-ci à côté de Baltimore, et où j'étais entourée d'un groupe de femmes pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration, qui travaillaient dans le même milieu que moi, donc dans le monde du vin, et qui étaient férus du yoga, et qui m'ont emmenée dans leurs cours. Et là s'est installée une pratique dans ma vie. Ces femmes-là, sur le groupe, il y a la moitié qui sont devenues profs de yoga, donc c'est drôle. Et là, en 2008, donc j'ai commencé à pratiquer, avoir une pratique personnelle. Euh, je suis rentrée vivre à Paris où j'ai pris des cours honnêtement en dilettante. C'est-à-dire que j'allais d'un prof à l'autre, d'un studio à l'autre. J'aimais bien explorer plein de facettes différentes. Mais c'était des années où je pratiquais pendant 3 mois de façon intensive et puis je pratiquais plus pendant 8 mois, quoi. Je pense que c'était aussi dû à la vie que je D'accord. menais à Oui. l'époque, à mon métier, quoi. Donc voilà, il a fallu plus d'années pour que ça devienne quelque chose de vraiment régulier et bon, je dirais pas assidu parce que voilà, mais ouais, ça a pris du temps pour que ça devienne régulier en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu faisais comme métier et la première fois que tu as rencontré le yoga, peut-être que tu étais encore en études ou enfin voilà, tu parlais de ton travail, de voilà, tes tenues extravagantes, que ce que tu voulais cacher. Est-ce que tu as envie de parler déjà de ton métier et de cette partie-là? Ah oui, bien sûr. Alors, en 2004, je m'étais pas encore du tout trouvée. C'est pour ça aussi que j'étais aussi mal dans ma peau. Je me cherchais énormément. À ce moment-là, j'avais interrompu mes études parce que Mhm. j'étais dans un cursus d'école de commerce et que j'ai interrompu parce que j'y croyais pas. Je suis partie aux États-Unis sur un coup de tête et là-bas, j'ai découvert le vin. Donc, je travaillais dans la restauration, hein, comme beaucoup de personnes pendant mes études. Et donc, après les avoir interrompus, et j'ai découvert le vin. Ça a été ma première épiphanie dans ma vie où j'étais
abasourdie par la richesse et la complexité et la poésie de ce produit. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France, de finir mon école de commerce et de faire un master spécialisé en commerce de vin et spiritueux. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans le D'accord. vin et à partir de là, j'ai travaillé dans le monde du vin pendant des années. Euh, Aussi bien en France qu'à l'étranger, j'ai eu plein de postes différents, importation, sommellerie, journaliste, caviste, directrice de salle. Enfin, j'ai vraiment exploré tout le monde vino, comme on dit, tout l'univers du vin. Et donc le yoga s'inscrivait en filigrane dans ma vie. Ça allait, ça venait. Euh, et je me rendais compte, alors je pense que ça va parler aux personnes qui pratiquent le yoga, qui a priori sont les seuls qui écoutent ton podcast, mais bon bref, que je me suis rendu compte avec le temps que dans les périodes où je pratiquais le yoga, ma vie dans son ensemble allait mieux. Et je comprenais pas trop pourquoi. Enfin, c'était encore à ce moment-là pour moi quelque chose d'assez physique, une approche, oui, corporelle que moi, durant laquelle j'avais le même ressenti que je pouvais avoir dans la danse. Et je parle pas du tout danse classique ou danse contemporaine comme d'autres profs peuvent avoir comme bagage. Moi, je parle de danse en boîte de nuit, en club. Moi, j'adore la techno et donc je sortais beaucoup pour danser. Et sur les dance floors, j'avais une sensation d'abandon euh, exaltante que je n'ai retrouvée que dans le yoga en sensation physique. Et donc, je pense que Ok. quand la pratique s'est installée dans ma vie, donc les périodes où je pratiquais, voilà, je me sentais mieux, et les périodes où je pratiquais pas, bah, ma vie devenait un peu plus chaotique également. Donc petit à petit, je me suis intéressée de plus en plus à la pratique, jusqu'à ce que je fasse un burn-out, le classique burn-out à la suite duquel on devient prof de yoga. J'ai fait un burn-out en 2013, suite auquel j'ai décidé de tout changer. Et je suis partie en Inde. Je suis partie en Inde pour un voyage de 3 mois. 3 mois, donc 2 mois de voyage, enfin 1 mois et demi de voyage, 1 mois et demi de teacher training, euh, dans le but de moi faire une coupure avec ma vie, euh, de, me, de me retrouver. Vraiment, mon objectif était de me retrouver, de me ressourcer, et pourquoi pas en profiter pour plonger un peu plus profondément dans cette pratique qui m'amenait beaucoup de bien sans que je comprenne réellement le pourquoi du comment. Et durant Mhm. durant cette formation, je me suis découverte prof. C'est vraiment, ça m'est tombé dessus. Mhm. Et une fois de plus, je pense que tu l'as déjà entendu plein de fois, hein, je suis un peu un cliché ambulant. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on entend les profs de yoga, c'est qu'on est tous très différents, mais il y a une espèce de trame commune, il y a des espèces de piliers communs qui font qu'on appartient quand même tous à la même population, quoi. Les profs de yoga, on est tous un peu nomades, on est tous un peu explorateurs, toutes ces choses-là. Et donc, après ma formation de prof de yoga en Inde, j'avais aucune envie de rentrer en Europe, aucune envie de retourner dans le milieu du vin, de travailler encore pour quelqu'un d'autre. Il faut dire qu'avant mon burn-out, j'étais sur le point de monter une cave à vin dans le 17e. C'était un peu au début, D'accord. enfin pas au début des vins nature et vins biodynamiques parce qu'ils ont toujours existé, hein, c'est juste qu'il y a plus de personnes qui leur portent un intérêt aujourd'hui. Mais c'était un peu à cette époque-là et tout était OK. On allait ouvrir la cave et puis finalement le local a été donné à quelqu'un d'autre. Et là j'ai fait, en fait là tout est retombé comme un soufflet Ah, et une grosse remise en question et c'est suite à ça que je suis partie en Inde. Donc après mes 3 mois, j'ai décidé d'essayer de prolonger l'expérience. Donc je suis rentrée en France pour me refaire faire un visa. Je suis repartie en Inde. J'ai commencé à donner des cours. Je me suis rapidement rendu compte que ça allait être difficile de gagner sa vie en Inde en étant prof de yoga. Euh, voilà. Donc, j'ai décidé de réintégrer mon industrie et j'ai trouvé un poste de sommelier pour un hôtel 5 étoiles à New Delhi, ce que j'ai fait donc pendant 3 ans. d'accord. Et après ces 3 ans à New Delhi, Ok. j'ai fait, j'en ai eu assez de la vie en ville. Hein. Alors, t'imagines bien, en plus, New Delhi, c'est pas n'importe quoi comme ville, quoi. Et Mhm. j'ai vécu un an à Goa, où là, j'ai été prof de yoga à plein temps. Et voilà. Et je suis rentrée en France en D'accord. 2018.
Voilà. D'accord. Et donc, cette année à Goa, enfin voilà, tu as eu envie de tout arrêter quand tu étais à New Delhi et te dire, OK, je pars à Goa et vraiment exprimer mon yoga. Comment tu as fait pour trouver des cours, comment ça s'est passé? Alors, j'ai quitté Delhi pour Goa. Déjà, je pense que pour des personnes qui ont un peu une image de l'Inde ou qui ont voyagé là-bas, c'est le grand écart, hein, on ne peut pas faire plus différent euh, que ces deux lieux-là. Donc, c'était vraiment une volonté de me rapprocher de la nature. Après après 3 ans, pardon, à New Delhi, la nature me manquait énormément. Donc, c'était une volonté de m'installer à Goa pour la nature, pour aussi le rythme de vie euh, plus doux. C'est quand même une enclave de hippies encore, hein, donc ça s'en ressent énormément. Et une fois arrivée sur place, j'ai commencé, je suis allée faire le tour des lieux en disant coucou, je suis prof de yoga, est-ce qu'il y a un créneau à prendre, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 lieux qui m'ont fait confiance, tous les deux à HVM, donc Anahata, qui est un hôtel très mignon avec des cabanes sur la plage, tenu par un couple indo-suisse, donc elle est suisse et lui il est indien. Et à Ashwem aussi Vayu. Donc Vayu, c'est un petit micro-village de surfeurs, surf, yoga, nourriture saine, tenu par un couple, cette fois-ci indien-américain, où j'ai donné des cours quotidiens. Mais c'était de la survie, c'est-à-dire que je payais mon repas du soir avec ce que j'avais gagné le matin et ça allait pas plus loin, quoi. Mais c'était une expérience incroyable parce que Et tu dormais où du coup? non, j'avais une maison, je louais une maison, ouais. J'ai loué une maison, une vieille maison gohan, D'accord. entre les rizières et la jungle, à 40 km de la plage. Pardon, 40 minutes, pas 40 km, qu'est-ce que je raconte? 40 minutes de la plage. Donc tous les jours, sur mon petit scooter, je traversais Goa. Enfin, c'était trop cool. Mais c'était pas une situation pérenne. C'est-à-dire que j'avais pas de sécurité sociale, j'avais pas d'assurance. Enfin, c'était et dans ces endroits-là, euh, à moins d'être des profs stars, hein, t'as des centres de yoga ultra réputés à Goa où t'as des profs très seniors qui viennent et qui ont leur visa de travail, tout en règle. Moi, j'étais évidemment une prof de yoga ultra débutante, donc fallait que je fasse mes preuves. Mais tu rencontres dans ces lieux-là des personnes qui sont, et je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais qui sont devenues un peu prisonnières de ce mode de vie. Tu rencontres des personnes qui ont un certain Mhm. âge, ça fait 40 ans qu'elles sont sur place, et quelque part, elles ne peuvent plus rentrer dans leur pays d'origine, elles n'ont pas vraiment construit quelque chose sur place. Et moi, ce n'était pas un risque que j'étais prête à prendre. Je me suis rendu compte à un moment que j'avais soit le Mm. choix de réintégrer une industrie comme le vin, mais du coup, euh, le marché du vin indien contemporain, c'est plutôt encore des gros metteurs en marché, donc ça allait à l'encontre de ma philosophie de vin propre, etc. Soit j'allais faire un gros projet immobilier, ce qui ne me ressemble pas du tout, soit j'aurais toujours cette vie un peu de hippie où tu dois partir tous les 6 mois pour refaire ton visa, tu n'es jamais vraiment en règle. Euh, et en plus, il vient se placer là-dessus le côté d'être une personne européenne blanche qui vient travailler dans une nation où il y a beaucoup de personnes qui manquent de travail, où on vient parfois un peu prendre la place de personnes locales. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre questionnement que j'ai eu, mais que j'avais déjà quand j'étais sommelière à New Delhi, où à un moment, ça a commencé un peu à me poser problème de me dire, oulala, moi je suis là avec un gros salaire, un gros poste d'expatrié, enfin, à quel titre en fait? Voilà. Mhm. Tu t'es beaucoup remis en question sur ta légitimité à être ici, à cet endroit-là, C'est ça, on dirait. c'est ça, ouais. Mm. Et donc, du coup, quand t'es rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une vraie volonté de rentrer ou tu t'es dit, j'ai pas le choix, et qu'est-ce que Euh, t'as fait? alors, il y a eu, il y a eu l'échec d'une relation. Voilà, Mhm. il y a eu l'échec d'une relation qui a fait que j'ai remis aussi ça en question. Euh, je suis rentrée en France sans vraiment
d'idée fixe. Enfin, en tout cas, je ne suis pas rentrée en France en me disant tiens, je vais faire prof de yoga en France. D'accord. Parce que je pensais que le marché serait déjà ultra saturé, que je trouverais pas forcément ma place. Et je pense aussi, comme beaucoup de profs, c'est vrai que c'est cette question de légitimité et aussi peut-être un peu de confiance en soi. C'est-à-dire que moi, si je suis prof de Mmh. yoga et que si je le suis encore aujourd'hui en 2021, donc après maintenant 7 ans après ma formation de prof, euh, c'est parce que j'ai un retour positif des gens que je guide. C'est parce que quand je guide des pratiques, le retour des personnes est positif et c'est eux qui font que j'ai continué. Moi, j'ai jamais pensé que j'avais un message unique ou incroyable à transmettre. Enfin, j'ai pas l'ADN d'un gourou, mais Mmh. voilà, je suis rentrée en France déjà pour reprendre un peu mes marques, honnêtement. Après 4 années en Inde qui ont été immensément riches, durant lesquelles j'ai énormément grandi, énormément évolué, qui a apporté beaucoup de joie, mais aussi une grosse tristesse de par cette relation qui n'a donc pas fonctionné. Euh, je suis rentrée en France pour me retrouver mes marques. Donc, j'ai posé mes valises chez papa-maman à Paris. J'avais une escale de 16 heures à Oman entre mon vol de Goa et Paris. Et pendant les 16 heures, je me suis retrouvée en travail et j'ai organisé mon séjour pour les mois à venir. Donc, c'était pas mal. J'ai travaillé dans un café formidable dans le Marais avec une équipe 100% féminine, une des meilleures chefs avec qui m'a été donné de travailler, une patronne vraiment, vraiment formidable, une équipe qui m'a vraiment accueillie et nourrie dans une période qui a été charnière et difficile dans ma vie, à qui j'ai donné des cours de yoga, qui m'ont dit mais Judith, mais c'est ça que tu dois faire quoi. Enfin, te prends pas la tête, Mmh. ils sont trop bien tes cours. Je donnais des cours un peu à droite à gauche et tout, enfin en privé chez les gens. Et puis, avec mon bagage dans le monde du vin et mon amour pour la Normandie, s'est formulée dans ma tête l'idée de m'installer en Normandie pour produire du cidre. Et donc, je me suis installée en Mmh. Normandie en octobre 2018 avec l'idée d'apprendre à faire du cidre artisanal. Donc, ce que j'ai fait avec un maître cidrier merveilleux, Cyril Zangs, pour ne pas le nommer, qui m'a appris sa méthode. Après avoir appris, j'ai vite compris que c'était un projet plus compliqué que ce que j'avais pu imaginer avec ma naïveté voilà, de toutes les bonnes volontés. Quand on a beaucoup de bonne volonté, parfois on est un peu naïf quant aux obstacles réels qui vont se placer sur notre chemin. D'ailleurs, tant mieux, parce que sinon on s'engagerait jamais sur aucun chemin, si on savait les obstacles qui nous attendaient. Et donc, bref, j'ai appris à faire du cidre. C'est toujours un projet que j'ai. Je produirai peut-être cette année ma première cuve, donc ma première cuvée, pardon. Donc voilà. Et pendant que je faisais cet apprentissage, j'étais en poste à mi-temps dans un hôtel à Honfleur et j'ai cherché à faire donner des cours de yoga pour faire un complément de revenu. Et en fait, au bout de déjà, je pense que le Mmh. 2e mois, mon revenu de yoga, c'était le double de ce que je gagnais à l'hôtel. Donc je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est pas un complément de revenu, je peux Mmh. carrément gagner ma vie avec ça, quoi. Et voilà, et donc à la fin de mon CDD dans l'hôtel, j'ai arrêté ce travail-là et depuis, je vis uniquement du yoga. Yoga, yoga thérapie, cours en studio, Et cours du coup, tu privé. donnes, mais du coup, je te demandais justement, tu donnes quoi comme type de cours, vidéo? Du coup, je suppose que oui, avec le Covid, mais la question viendra après. Et oui, des cours en studio. Comment tu as fait pour démarcher tout ça et t'intégrer voilà, en Normandie? Alors l'intégration, c'est un work in progress, comme on dit, hein. Il faut du temps pour créer des liens, pour créer des vrais liens. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de monde, mais des relations de qualité. En tout cas, moi, je sais que même si je suis d'une nature assez sociable et je m'entends bien avec les gens, les personnes qui rentrent dans mon intimité, avec qui je désire partager des moments plus forts ou plus intenses, c'est un peu plus sélectif, quoi. Donc c'est pas évident. En plus, quand on habite à la campagne, moi j'ai 40 ans, enfin 41 ans en août. Donc à la diffusion de ce podcast, j'aurai 41 ans. Donc j'ai 41 ans, j'ai pas d'enfants, donc les femmes de mon âge qui aiment souvent se font des copines par l'école, par les parents d'élèves, etc. Donc je me place là aussi dans une situation qui est un peu particulière.
Donc ça, c'est un projet qui est en cours, mais ça commence à prendre forme. J'ai commencé à avoir des personnes ici que je considère comme des amis, ce qui est quelque chose de vraiment riche quoi, dans la vie, de pouvoir appeler des personnes des amis. Et pour ce qui est des studios, bah, j'ai tout simplement, je suis tombée sur une annonce d'offre d'emploi, prof de yoga, pour un studio, un groupe ici. J'ai passé un entretien, j'ai donné un cours test et ils m'ont validé. Et suite à ça, il y a d'autres lieux qui m'ont contacté pour donner des cours particuliers, des événements. Enfin, petit à petit, on se fait un petit nom. Après, c'est vrai qu'ici à la campagne, ça marche aussi par des flyers hein, qu'on dépose dans des restos, dans des cafés, dans des boutiques. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Et puis aussi parfois le culot, quoi, des messages Instagram. Voilà. C'est vrai que c'est pas de tout repos parce que forcément le marché ici est moins dense que dans une ville. Donc il y a moins de lieux, une clientèle qui a peut-être des attentes différentes aussi. Et puis il faut pas oublier que ici à la campagne, on est en tant qu'activité de yoga, on n'est pas uniquement en compétition avec les autres profs de yoga ou les autres ou les centres de fitness ou le pilates, etc., mais aussi avec la plage, le cheval, la forêt, le feu de cheminée, enfin voilà, tout un autre tas d'activités que les gens peuvent avoir pour le bien-être. Donc, et il y avait une troisième question, est-ce que je donne alors les Mhm. styles de pratique que je donne. Alors moi, je vais du restorative jusqu'au vinyasa avec renforcement musculaire. Donc, je fais vraiment une panoplie très large de cours avec toujours des principes que je m'adapte aux personnes ou à la personne qui sont en face de moi, à leur niveau d'énergie, à leur capacité physique, psychologique, etc. Euh, et que mes pratiques sont informées par l'anatomie et le mouvement fonctionnel. Donc j'essaye de transmettre évidemment l'interoception qui pour moi est un peu la clé de voûte du yoga et du bien-être qu'il nous procure, mais aussi d'essayer d'aider les personnes à ressentir ce qui fonctionne pour leur corps, ce qui fonctionne moins bien mieux bien, ou mieux, pardon, je ne suis pas française, ou mieux, et de les aider peut-être à observer leurs capacités plutôt que de vouloir dépasser leurs limites. Voilà, ça c'est un peu mes principes qui me guident dans ma pratique à moi et aussi dans les pratiques que je guide. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette partie confinement, sur confinement, comment tu as géré ça? Je suppose que du coup, tu avais déjà tes élèves, donc peut-être que les studios se sont organisés pour faire du visio. Comment tu as survécu à cette période? Alors, j'ai vécu les trois confinements très différemment. Le premier, je pense que comme tout le monde, j'ai eu un moment de panique en début parce que tout s'arrêtait du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, je suis passée dans le premier confinement je passais 4 jours par semaine en Normandie, 3 jours par semaine à Paris. Je guidais plus de 20 pratiques entre les studios et le privé. À côté de ça, j'avais mes études de yoga thérapie, euh, une vie méga, méga active, quoi. Et tout d'un coup, boum, ça s'arrête. On a eu l'énorme chance ici en Normandie d'avoir un printemps luxuriant incroyable. Moi, j'avais adopté ma toutoune genre 5 semaines avant le confinement, donc je pouvais me promener. Je pense que j'aurais pas vécu la chose de la même manière si j'avais été dans mon 42 mètres carrés enfermé H24 sans mon chien, quoi. Donc le premier confinement, j'ai décidé de laisser venir. J'ai guidé un peu des pratiques sur Zoom. J'ai guidé des pratiques sur Zoom. Ouais, j'essaie, faut que je me souvienne parce que ça me paraît très loin. Et je pense que comme beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui ont le même ressenti que moi. J'ai un problème avec la temporalité depuis ces confinements. C'est-à-dire que j'ai du mal à me souvenir. J'ai beaucoup plus de mal dans ma mémoire temporelle à resituer les choses dans leur contexte et aussi, par exemple, à me rappeler dans quelle saison ou dans quel mois on est. Et je pense que ça a été pour beaucoup de personnes le cas. Ça a bousculé notre sensation, notre temporalité. Je ne sais pas du tout si j'emploie ce mot à bon escient d'ailleurs, mais bon, bref. Et donc, j'ai un peu laissé venir, j'ai profité de la nature. Je donnais des cours de yoga sur Zoom, oui. Voilà.
Après, entre les 2 confinements, bah, j'ai recommencé à bosser, comme avant. Le deuxième confinement, j'ai décidé de faire, un peu plus de cours, en Zoom, je crois. Ah, je me souviens plus trop du deuxième confinement, c'est bizarre. Mais bon, bref, en tout cas, le dernier confinement, j'ai fait un gros burn-out Zoom, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de regarder une petite lumière verte, de pas avoir le retour énergétique des gens, ouais. Et je suis allée voir mon médecin traitant. Je suis arrivée chez lui en pleurant. J'en peux plus, j'en peux plus. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus. Il m'a dit, je crois que tu as besoin de vacances. Je fais, bah, c'est marrant, on est en confinement. Il fait, bah, je sais, mais je pense vraiment que c'est juste ça, en fait. Il faut que tu coupes, Judith, si tu en fais trop. Donc, j'ai décidé de couper, d'arrêter, tout arrêter. Et puis, hop, j'ai plus rien fait jusqu'à la fin du confinement. Même moi, j'ai plus de pratique personnelle et tout. Et ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé le plaisir de lire et tout, et tout. Ah oui, le deuxième confinement, j'en ai profité pour faire des formations. Pardon, j'ai fait une formation justement de yoga renforcement musculaire avec Céline Ardeni, qui est une prof californienne hyper chouette. Je me suis plongée davantage dans ma formation de yoga thérapie. Donc voilà, en fait, le deuxième confinement a été plus studieux. Et le troisième confinement, je me suis mis une pression de il faut produire, il faut produire. En fait, le troisième confinement, je me suis dit, mais si ça se trouve, this is the new normal. Si ça se trouve, c'est juste ça, notre réalité maintenant. Donc, il faut que je multiplie les sources de revenus. Parce que, comme je te disais il y a quelques minutes, euh, quand on habite vraiment en zone rurale, en plus comme en Normandie où il y a les gens, où les personnes ont beaucoup d'activités en extérieur, beaucoup de choses, on tombe vite du radar, quoi. Et donc, je me suis mis énormément de pression. J'ai fait une chaîne YouTube, j'ai fait mes newsletters, je donnais, je crois, 5 cours Zoom, même plus par semaine, je pense même une dizaine. Et en fait, ça me va pas, quoi. C'était pas du tout mon truc. Donc voilà, donc j'ai arrêté. Et depuis qu'on est redéconfiné, redéconfiné, j'ai complètement arrêté les cours sur Zoom parce que c'est pas un support qui me convient. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des vidéos à la limite pour YouTube et que les personnes peuvent pratiquer à leur propre rythme. Euh, mais Zoom, voilà, il y a encore aussi cette idée de est-ce qu'on a vraiment envie que les gens passent encore du temps devant un écran. Voilà, il y a plein de choses. Les émotions et les ressentis qui passent pas forcément par écran. Déjà que moi, je suis quelqu'un qui par nature, a pas toujours une grande facilité à ressentir l'état des gens. Je dois vraiment, enfin, je me concentre vraiment sur les personnes pour voir comment elles sont. Euh, Par écran, on le perd beaucoup. Donc voilà, donc exit Zoom, quoi, pour l'instant. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la formation Prison Yoga Project? Désolée pour mon accent qui n'est pas du tout le même que le tien. Ouais. Mais il y a aussi cette formation que tu as fait en 2020 et qui donc du coup était pendant le confinement, il me semble. Oui, absolument, tout à fait. Donc alors c'est un projet, donc Prison Yoga Project sont sur mon radar depuis que j'ai vécu aux États-Unis. Je les ai connus vraiment, je me rappelle pas ni où ni comment, mais je savais qu'ils existaient. J'étais très admirative de ce travail et j'ai toujours voulu dans mon euh, sur mon chemin de yoga, c'est rapidement inscrit une volonté de démocratiser le yoga, de le rendre accessible et inclusif, et aussi la conscience intime que le yoga est au plus puissant quand il est adapté à l'individu et que ça peut devenir un outil de transformation personnelle extraordinaire. Euh, et je voulais intervenir auprès des populations en milieu fermé, mais je voulais pas le faire n'importe comment parce que, comme l'expression le dit très justement, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on travaille avec des êtres humains et de surcroît avec leur corps et leur esprit, parce que le yoga c'est une discipline physique et spirituelle, on peut faire beaucoup de mal. Bah, d'ailleurs, la preuve, la quantité d'abus et de scandales qu'il y a dans le monde du yoga. Et quand on intervient auprès de populations qui sont fragilisées, je pense qu'il vaut mieux être vraiment préparé.
Donc j'ai attendu de me lancer dans ce projet, d'avoir déjà moi mûri, d'avoir un peu fait le tri dans mes propres intentions, pourquoi je veux faire ça, pourquoi ça m'appelle, voilà, qu'est-ce que ça remue en moi, qu'est-ce que ça révèle aussi de la manière dont moi je me place dans la société, etc. Et puis je voulais absolument faire la formation de Prison Yoga Project, donc qui était en présentiel une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Euh, voilà. Et donc j'étais inscrite pour la session de 2020 qui était annulée à cause du Covid. Et du coup, en fait, ils ont transformé leur formation qui existe depuis 20 ans. Hein. Enfin, en tout cas, le travail existe depuis 20 ans, la formation existe depuis plus de 10 ans. Ils en ont fait un module en ligne que j'ai fait, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. D'accord. Et suite auquel, en fait, quand j'ai complété ce module, on a décidé avec Prison Yoga Project de créer un module spécial pour la France. Donc j'ai aidé Prison Yoga Project Mhm. à créer un module spécial pour la France qui est adapté à la réalité française, parce que jusque-là, la formation euh, était très axée sur la réalité carcérale américaine. Et la formation en France était méga, méga dense. Donc, les gens venaient sur 2 jours et avaient énormément d'informations, aussi bien sur la réalité carcérale, la chaîne pénale, les traumatismes, comment les traumatismes modifient le système nerveux, pourquoi est-ce que le yoga doit être adapté au traumatisme. Enfin, tout ça sur 2 jours, en plus en anglais, en plus en présence de James Fox, qui est le fondateur de Prison Yoga Project, et Josephine Wickstrom, qui est la porteuse des projets, directrice des projets, des programmes en Europe. Donc forcément, les personnes avaient beaucoup de questions. Enfin, c'était très, très, très riche. Mais on s'est dit avec Prison Yoga Project que ce serait intéressant de faire en fait un module en ligne, comme maintenant ils font donc aux États-Unis, qui est complété par un module en présentiel. Où pendant le module en présentiel, on va vraiment transmettre la méthodologie du yoga informé par les traumatismes. C'est passionnant et de toute façon, ça se voit que tu es passionné par ce projet et cet enseignement quand tu en parles. C'est très intéressant et donc du coup, la prochaine formation, malheureusement, enfin, ça aura lieu avant la sortie de ton épisode. Mais bon, il y en aura d'autres et je mettrai les liens dans l'épisode pour que les gens puissent aller regarder. Mais mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il n'y a pas que, par exemple, les personnes en situation de handicap qu'il faut accompagner et qu'il faut savoir adapter en yoga, que les femmes enceintes ou que les enfants. Enfin voilà, il y a énormément de champs des possibles et ça nous ramène à l'identité aussi du podcast, de montrer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga, tout ce qui est possible, toutes les formations qui existent et toutes les justement adaptations, les variantes, les spécialités. Et donc, ce projet, cette formation en fait partie. Ah oui, absolument. Est-ce que tu avais envie de nous parler de autre chose? Il y a une autre formation, je crois que tu es en train de faire actuellement, et puis de la suite que vont donner tes autres projets. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ça? Alors, je suis effectivement en formation auprès du Yoga Therapy Institute of Amsterdam. Donc, moi, je suis originaire des Pays-Bas. Et donc, c'est le seul institut, c'est la seule école en Europe qui est habilitée à délivrer le diplôme reconnu par l'Association internationale des yoga thérapeutes. Donc, c'est une formation Mhm. de 850 heures. Excuse-moi, pardon. C'est une formation de 850 heures avec des études de cas, un travail qui est supervisé par les directeurs, etc. Par la direction plutôt. Donc cette formation, j'ai malheureusement dû la mettre en pause un petit peu là récemment parce que financièrement, c'était plus possible de tout faire en même temps. Mais là, je la reprends en septembre. Donc si tout va bien, je serai diplômée tout début 2022. Et après, comme tout le monde, de toute façon, on n'a jamais fini de se former, mais il y a 2 autres formations voilà, qui m'appellent très, très, très fort. Et où est-ce que ça me mène bah, je ressens quand même, c'est peut-être un peu tôt pour le dire parce qu'on voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous appeler, mais le travail sur l'interoception, le lien psychocorporel et l'intégration de traumatisme, c'est quelque chose qui m'appelle énormément.
que, voilà, qui m'inspire beaucoup. Donc oui, développer ma pratique de yoga thérapie, continuer ici. Alors honnêtement, on repart un peu de zéro, hein. Après les fermetures et les confinements, voilà, ici en Normandie aussi, la population, elle a un peu changé. Il y a des gens qui ont quitté la région, d'autres au contraire qui se sont installés ici à plein temps. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Donc déjà, retrouver un petit peu ses marques et sa stabilité. Et puis ensuite, oui, développer la yoga thérapie et le projet auprès de systèmes pénitentiaires. Oui, pénitentiaire, je pense que ce sont les deux choses qui me tiennent énormément à cœur. Et voilà. Après, j'ai d'autres projets, mais je ne peux pas trop dévoiler non plus. Parce que sinon, je réécoute le En tout podcast dans cas, 5 ans et je c'est me dis. déjà suffisant. C'est ça. Oui, on fera peut-être un épisode 2 avec où tu en es. Avec tout le monde, tu devrais le faire avec tout le monde, 10 ans après. Bah, c'est ce que je dis à chaque épisode, quasiment. Mais oui, c'est un projet de pourquoi pas faire, mais je préfère attendre quelques années que déjà on ait derrière nous ces confinements et l'évolution du yoga aussi de chacun. Ouais. Donc je pense que c'est un projet qui verra le jour pour voir les nouveautés que chaque professeur a pu mettre en place. En tout cas, c'est des très beaux engagements et des très beaux projets que tu vas mettre en place ou que tu mets déjà en place. Si tu as quelque chose à rajouter, peut-être un dernier message ou voilà, une dédicace à faire passer, ce que tu veux pour terminer cet épisode, je te laisse la parole. Bah, moi, mon message, c'est toujours prenez soin de vous, quoi. Mais vraiment, prenez soin de vous. Et ben c'est un très beau message qu'on transmet beaucoup pendant nos cours et puis même en dehors du tapis parce que le yoga ce n'est pas seulement juste la pratique des asanas. Je te remercie beaucoup pour cet épisode Judith, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexandre pour ton accueil et bravo pour ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'écouter tous ces parcours aussi divers et riches qui existent. Merci à toi. À bientôt. Bye. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.